Donc, vous vous rappelez, on sera 3 personnes aux manettes de ce webinaire. Donc, pour ma part, Sylvain Rigaud, je suis chargé de mission pour le réseau national des maisons des associations et je suis en charge de la démarche d'observation locale de la vie associative, de cette méthode qu'on a développée depuis 2014. Donc voilà, il y aura également Luciana Ribeiro qui interviendra tout à l'heure, qui a rejoint récemment le RNMA aussi en tant que chargée d'études sur ces questions d'observation. Et elle va faire sa thèse en CIFRE au niveau du réseau, et une thèse qui va porter justement sur ces enjeux pour mieux connaître les relations entre associations et territoires. Donc elle aura l'occasion d'intervenir tout à l'heure. Et Marie Lowers, que vous avez entendu brièvement en début de webinaire, qui est assistante communication et animation au niveau du réseau et qui sera donc en appui également de ce webinaire. Et on aura la chance aussi d'avoir 2 grands témoins, en la personne de Gwenaëlle Ridard, qui est responsable du service de relations aux associations à la ville de Nantes, et Antoine Gonin, qui est responsable vie associative et emploi à la ville de Versailles. Voilà, ils nous apporteront leur témoignage en fin de webinaire parce qu'ils ont traversé des observations locales de la vie associative. Donc, ils pourront nous faire part un peu de leur retour. Euh, Voilà, écoutez. J'allais te dire, Sylvain, qu'on va pouvoir tout doucement démarrer parce que on n'a plus trop de monde en salle d'attente. Donc voilà, ça te va. Parfait. Merci Marie. Eh ben, 14h05, on y va. Hop. Donc peut-être le déroulé là qui va nous emmener jusque 15h. Une petite présentation du RNMA pour vous expliquer un peu d'où l'on parle. Puis une présentation de la démarche OLVA qui va nous occuper principalement et qui sera entrecoupé de questions-réponses. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Il y aura des moments où on pourra y répondre. Et après, les 2 témoignages que j'évoquais avec nos 2 témoins. Donc, le RNMA, Réseau national des maisons des associations, qui compte une centaine de membres, qui peuvent être à la fois associations ou collectivités. On a l'hybridité dans notre réseau entre des structures associatives et publiques, ce qui fait une vraie richesse d'échanges. Et là, vous voyez, en plus, les membres sont représentés, sont bien représentés sur l'ensemble du territoire français. Et tous ces membres-là partagent la même mission, le développement de la vie associative sur leur territoire, à la fois au travers de services assez pratiques tels que la domiciliation ou la mise à disposition de locaux, mais aussi sur de l'accompagnement des associations avec du conseil, de la formation, un centre de doc, etc. Et ils vont aussi faire l'interface avec les pouvoirs publics locaux et être en interaction, on le verra notamment avec le témoignage de la ville de Nantes, pour, pour structurer les relations ville-association. Et enfin, pour parler plus du RNMA, c'est une tête de réseau, hein, comme il en existe d'autres dans la vie associative. Vous voyez les 5 fonctions qu'on a déclinées comme mission du réseau. On peut en citer 3, faire réseau, hein, créer des synergies entre les maisons et avec les partenaires du RNMA. Une deuxième qui peut être se faire écho des problématiques que rencontrent à la fois les maisons des associations, mais aussi les petites et moyennes associations qui sont les associations qui fréquentent les maisons. Et enfin, l'accompagnement et le développement de nouvelles structures d'appui à la vie associative, ce qui constitue aussi une partie de notre activité. Voilà, une fois que les présentations sont faites, on voulait vous proposer de vous aussi vous présenter au travers d'un petit sondage, voilà, une espèce de mise en abîme par rapport aux enquêtes qu'on mène sur les territoires. Donc, on vous invite, la Marie, à lancer le sondage, à choisir. Donc, la première question étant, voilà, pour vous présenter, qui êtes-vous, une association, une collectivité ou un service de l'État ou autre. Voilà, histoire de savoir un peu qui est présent sur ce webinaire. Si vous êtes, enfin, voilà, si vous cochez la catégorie autre, n'hésitez pas dans le chat à préciser
de quelle structure, à quelle structure vous appartenez. Et ensuite, vos attentes, donc là, plus pour voir un petit peu si la manière dont on a ciblé ce webinaire peut effectivement répondre à vos attentes, et n'hésitez pas également, enfin c'est une question à choix multiple, donc voilà, vous avez la possibilité de choisir plusieurs choix. Je vois que tout le monde a répondu. Sinon, Parfait. je te Eh ben, partage les résultats. super. Eh ben, écoutez, voilà, 43% d'associations, 45% de collectivités, donc c'est voilà, 12% d'autres, donc c'est bien, on va être assez bien représenté quant au statut des structures qui nous représentent. Et ensuite, on voit que c'est vraiment en savoir plus sur l'observation des associations. Bah, ça tombe bien, ça va être vraiment l'objet du webinaire. Voilà, 30% d'entre vous ont un projet d'observatoire à court terme, et 43% aimeraient avoir des données complémentaires sur le la vie associative de votre territoire. Alors, pour l'instant, ça ne va pas être l'objet en tant que tel du webinaire, mais on pourra rééchanger et vous apporter quelques éléments sur ces aspects-là. Alors, allons-y sur la démarche d'observation, en commençant par ses origines. Donc effectivement, on est parti d'un constat simple, et que je pense vous faites aussi à l'échelle de votre territoire. Il y a peu de données existantes sur la vie associative à l'échelle locale, autant à l'échelle nationale. On peut avoir des données, notamment via les enquêtes de Viviane Tchernonog, dont je vais parler tout à l'heure. Autant à l'échelle locale, c'est encore faible. D'une part parce que le statut associatif est quand même assez souple, et notamment l'absence d'obligation de dissolution au moment où une association meurt fait qu'on a du mal à mesurer précisément le poids de la vie associative sur un territoire. Et d'autre part, la statistique publique est quand même peu productrice de données, notamment sur l'échelle locale. On en a quelques-unes au travers des déclarations des employeurs sur les données de la vie associative employeuse, un peu sur les créations d'associations au travers des déclarations qui sont publiées au journal officiel, mais au-delà de ça, ça reste quand même assez limité. Donc l'idée, c'est de pouvoir, enfin, nous en tout cas notre souhait au départ a été d'outiller les acteurs locaux pour mieux connaître la structuration de la vie associative locale et mieux connaître les besoins des associations à l'échelle locale. Donc à partir de 2006, on a développé cette méthodologie d'observation avec Viviane Tchernonog, qui est chercheuse au CNRS et qui produit régulièrement des études qui s'appellent Paysages associatifs français, et donc qui sont des références en matière enfin, sur la dimension socio-économique des associations. On a souhaité décliner les enquêtes de Viviane Tchernonog à une échelle locale, et donc on s'est appuyé sur sa méthodologie, aussi bien sa méthodologie de diffusion d'enquête que sur le questionnaire et les indicateurs qui étaient collectés en tant que tels. Donc ensuite, on a eu plusieurs années d'expérimentation de cette démarche locale avant d'aboutir à quelque chose d'un peu stabilisé en 2011. Et pendant 10 ans, on a accompagné un certain nombre de territoires à développer des observatoires locaux de la vie associative en s'appuyant sur cette méthodologie. Et en 2022, on a fait le choix de synchroniser les observations, et c'est-à-dire d'essayer de partir de plusieurs territoires en même temps, avec un même calendrier et une synchronisation des enquêtes. Voilà, ce qui a permis de renforcer les échanges entre les différents territoires, ce qui permet aussi de renforcer la comparabilité des résultats qu'on obtient sur chacun de ces territoires, etc. Donc, les objectifs d'une démarche d'observation, évidemment, c'est construire de la connaissance. On va mener une enquête par questionnaire, donc ça va être construire de la connaissance pour objectiver les réalités et bien identifier les besoins. On sait tous que les assos manquent de bénévoles, voilà, savoir à quel niveau elles manquent de bénévoles,
quels assos manquent le plus de bénévoles. Voilà, c'est un peu ces questions et ce à quoi sert une enquête pour mieux comprendre les besoins. On va aussi pouvoir cerner les évolutions, alors forcément pas sur la première observation qui va être une photographie. Hein. Pour que cette photographie se mette en mouvement, il va falloir attendre une deuxième enquête pour voir comment les choses évoluent. On va pouvoir également se comparer, je le disais, se comparer à la fois à d'autres territoires dans la démarche synchronisée, mais aussi se comparer à l'échelle nationale par rapport aux travaux de Viviane Chernonog notamment. Et donc, nous, on y connaître, hein, construire de la connaissance, mais dans une vocation d'action hein, pour agir. Donc, l'idée, c'est aussi de se situer dans l'appui à la vie associative au niveau local. Et donc, on peut reconnaître en ça plusieurs utilités d'un observatoire. La première fonction, ça peut être évidemment celle de l'aide à la décision, pour orienter les soutiens à la vie associative, hein, qu'on soit une structure publique ou une structure associative, de bien connaître les besoins, ça peut permettre d'orienter ces actions. Un outil aussi de mesure hein, pour mesurer le poids de la vie associative et pouvoir communiquer. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des données qu'on n'a pas forcément et la communication sur ce que représente réellement le poids du secteur associatif à l'échelle locale est souvent mal connue. Un outil également de structuration, c'est-à-dire qu'au travers de l'identification des besoins, on va aussi pouvoir coordonner les réponses parce que beaucoup de choses existent déjà sur les territoires et une des possibilités est d'articuler ces différentes réponses, évidemment d'en créer, il y aura certainement des besoins non couverts, mais on peut aussi travailler sur l'articulation des appuis existants. Bon, effectivement aussi un travail de reconnaissance, c'est-à-dire la vie associative aujourd'hui est plurielle, elle est souvent appréhendée au travers des secteurs d'activité, ce qu'on voit beaucoup dans la structuration aussi des collectivités avec un service sport, un service culture, un service vie associative. L'un des objets de ces enquêtes, c'est aussi de travailler la vie associative dans sa globalité et donc de pouvoir appréhender la vie associative au-delà de ces secteurs. Et enfin, de mettre en débat, effectivement, vous verrez que notre méthode s'appuie aussi sur la mobilisation des acteurs locaux et on estime que si on souhaite agir par la suite, il faut pouvoir associer et mettre en débat les enjeux. Pour nous, l'observation et la production de connaissances est un motif à la co-construction entre les différents acteurs concernés, que ce soit associatifs ou publics. Donc voilà, j'en viens justement à nos deux axes qui structurent notre méthode d'enquête, à la fois l'enquête locale, l'enquête par questionnaire, donc là où on se situe dans une dimension assez quantitative, hein, parce qu'on va être sur un questionnaire, donc derrière faire un peu de statistiques sur les données qu'on collecte et pouvoir donner une image de la vie associative. Mais il y a la possibilité de panacher cette approche quantitative avec des approches plus qualitatives. Voilà. Pour l'instant, je vais rester sur cette approche quantitative parce que c'est celle qui est le cœur de notre enquête, mais sachez que plusieurs territoires ont mis en place des dimensions qualitatives. Donc, on est sur un questionnaire d'enquête d'une 50aine de questions, ce qui met à peu près 20 à 30 minutes de remplissage, avec une logique, nous, qu'on dit panorama, c'est-à-dire qu'on va essayer de dresser, je vous donnerai les indicateurs juste après, mais on va dresser un panorama généraliste de quelle est la vie associative sur le territoire et quels sont ses besoins. On va s'intéresser aux associations sous quatre angles. Le premier, le profil des associations, où là, on va essayer évidemment de connaître leur secteur d'activité, leur âge, leur périmètre d'action, etc. Une deuxième série d'indicateurs autour des membres des associations. Donc là, on va aller assez loin sur le profil des dirigeants. Décrire aussi les bénévoles, évidemment, les adhérents des associations, les volontaires, etc. Ensuite, on s'intéressera aux moyens de fonctionnement des associations. Alors, d'une part,
l'emploi, évidemment, même si la quantification de l'emploi, ce n'est pas le cœur du réacteur de ce questionnaire, parce que on l'obtient assez bien, hein, l'INSEE produit des chiffres assez fidèles sur l'emploi associatif. Par contre, voilà, cerner un peu les difficultés des associations employeuses, et on va s'intéresser en termes de moyens également à tout ce qui est moyens matériels, hein, locaux, etc., qui reste un gros besoin des associations, et enfin les financements, à la fois la forme des budgets et l'origine des financements. Et les besoins des associations, dernière partie, donc là, quelles sont les difficultés, quelles sont les attentes des associations. Ensuite, une dynamique interacteur, donc ça c'est notre deuxième jambe, c'est-à-dire que au-delà de l'enquête en tant que telle, l'idée de réunir l'ensemble des acteurs concernés par le fait associatif sur le territoire est essentielle dans la mesure où en fait c'est ce qui va permettre la mise en action. Donc en fait ça vous le verrez, on le fait très tôt dans la démarche d'essayer de constituer des comités de pilotage, des comités techniques qui vont suivre la démarche d'enquête pour se garantir que à la suite de l'enquête, on a bien une mise en action, une appropriation des résultats par les différentes personnes intéressées par la vie associative à l'échelle locale. Et donc, voilà, on va chercher à associer ce que j'appelle les acteurs concernés, ça va être évidemment les associations, hein, pour les mobiliser pour qu'elles répondent à l'enquête, certes, mais aussi par la suite pour co-construire des réponses aux besoins qu'on aura pu identifier dans l'enquête. C'est essentiel de les associer au plus tôt. Les acteurs publics, voilà, on a évoqué les collectivités, les différents services, hein, c'est aussi ces enquêtes quelque chose d'utile pour partager une vision commune entre différents services sur qu'est-ce que c'est que la vie associative. Les acteurs du soutien, les têtes de réseau associatives locales, etc. On l'a dit pour la structuration des appuis, ça peut être forcément des partenaires incontournables, et après d'autres partenaires du type réseau de l'ESS, qui, par exemple, les CREA sont aussi des observatoires, ça peut être intéressant de les associer, le monde académique à l'échelle locale, les universités, etc. Voilà, donc vraiment deux jambes à ces enquêtes. D'une part, la construction de connaissances, et d'autre part, cette connaissance, comment est-ce qu'on la fait vivre au travers d'une dynamique d'acteurs qui peut se saisir et rendre un peu opérationnelle cette connaissance. Et du coup, je vous propose qu'on passe à une première série de questions-réponses avant de regarder plus concrètement comment on met en œuvre ce type de démarche d'observation. Et je vois qu'il y a des questions. Luciana, Marie. Oui, c'est vrai qu'on a quelques questions. Alors, il y en a une à laquelle on va pouvoir répondre tout de suite sur quelle est la durée de cette enquête et comment sont traitées les données. Ça va venir en deuxième partie de cette présentation. Ensuite, on a Céline de la Ligue Enseignement 9 qui demande quel territoire on met en place une dimension qualitative. Je ne sais pas si tu as un exemple, Sylvain. Alors, on a plusieurs territoires. Là, je pense d'instinct à Nanterre, parce qu'on est actuellement en plein dedans. Nanterre a associé en fait des étudiants qui ont fait des travaux de terrain. Alors, ils ont la chance d'avoir une grosse université aussi sur leur territoire, mais ils ont associé l'université de Nanterre, et au travers d'un projet tutoré, plusieurs groupes d'étudiants ont approfondi les questions, notamment l'approche quartier, parce que l'observation était au niveau de la ville de Nanterre. Ils ont eu une approche quartier pour essayer de mieux connaître la territorialité des associations, parce qu'entre le siège social qui est dans un quartier, l'activité qui est dans un autre, etc., ça peut être... voilà. Donc, il y a bon, je pense à cette approche-là, mais je présenterai Caen aussi tout à l'heure. L'Observatoire de Caen a travaillé aussi au travers de monographies pour essayer de présenter, alors c'était, me semble-t-il, sur
les notions de gouvernance et de collégialité, voilà, pour montrer aussi qu'au-delà de ce que peut produire la vie associative au travers des réponses qu'elle peut apporter aux besoins de la population, il y a aussi la dimension démocratique et la dimension de gouvernance collégiale, etc. qui peut... Donc, bon, il y aurait pas mal d'exemples à apporter sur ces dimensions qualitatives. Merci Sylvain. On a une autre question sur comment on a réalisé le questionnaire. Est-ce qu'on s'est inspiré d'autres questionnaires existants? Je te laisse éventuellement répondre. Oui, alors on s'est très très largement inspiré du travail de Viviane Charnonog. Donc on a réutilisé son questionnaire et les indicateurs, en tout cas en faisant attention à avoir les mêmes nomenclatures de réponses pour pouvoir se comparer et pouvoir comparer les données qu'on obtient à l'échelle locale aux données qui sont au niveau national, et en fait ce qui permet d'identifier les spécificités de son territoire et voilà, de mieux connaître son territoire. Peut-être une deuxième chose sur cette question de... Donc, on le présentera tout à l'heure, hein, mais on est sur un questionnaire tronc commun, donc, comme je disais, d'une 50aine de questions, qui est commun à l'ensemble des territoires, voilà, même si on peut l'adapter à la marge, mais en tout cas, c'est la base commune sur laquelle l'ensemble des observatoires, des observations synchronisées se fait. Mais à ces 50 questions, on peut rajouter 10 questions complémentaires, et Luciana en parlera tout à l'heure. Merci. Il y a aussi une autre question en demandant quel est le lien entre cette enquête et d'autres enquêtes développées et s'il existe un lien avec le déploiement du guide ASSO sur le département. Alors, comme je disais, nous, on cherche à avoir des dynamiques interacteurs. Donc, tout l'intérêt est de pouvoir associer ces différents acteurs, que ce soit le mouvement associatif, les points d'appui à la vie associative locale, qu'on appelle maintenant effectivement guide asso. Pour l'instant, il n'y a pas de lien formalisé, c'est-à-dire que la mise en place de guide asso, les expérimentations qui se passent sur les territoires actuellement, peuvent amener, enfin les enquêtes qu'on mène peuvent amener des éléments pour accompagner la mise en place, même si voilà, les liens ne sont pas formalisés. En tout cas, ces différents acteurs, on attend qu'ils soient autour de la table, et on espère qu'ils puissent coopérer à ces démarches locales, à la fois dans une logique de diffusion des enquêtes pour que les réseaux puissent se mobiliser sur les enquêtes, et également dans l'interprétation des résultats, dans l'utilisation des résultats d'enquête, que chacun et chacune puisse s'en saisir et contribuer à tout ça. Hop, alors... Donc, le nom... Est-ce qu'il reste des questions? Il ne me semble pas. Eh ben, on va peut-être pouvoir continuer. Alors, il y aura une deuxième série de questions. Là, on va passer sur une présentation de la démarche en tant que telle, les étapes, les moyens nécessaires, et on aura une deuxième série de questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à garder vos questions pour le prochain temps d'échange. Et donc, Luciana, je te passe la parole pour les étapes de la démarche d'observation. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, Luciana Ribeiro, chargée d'études de OLVA au sein du Réseau national des maisons d'association. Je vais vous présenter brièvement les principales étapes de la démarche OLVA. Donc, la première étape, c'est la préparation de l'enquête et la mise en place de la dynamique interacteur. Donc, on a mis quand même un petit calendrier juste pour vous donner à peu près une idée de la durée de chaque étape. Donc, pour cette première étape, ce serait, nous envisagerons les premiers semestres 2022.
Donc, la première étape, c'est vraiment la préparation de l'enquête. Cette phase, elle comporte la définition des objectifs, donc les objectifs opérationnels et les objectifs stratégiques en lien avec les politiques publiques locales, et la définition aussi des enjeux. Pourquoi monter un observatoire? Donc, c'est vraiment des questionnements qu'il faut se poser au départ, de mettre des hypothèses, des objectifs et bien réfléchir sur les enjeux de la mise en place de la démarche. C'est aussi un moment de vérifier les données existantes sur les associations du territoire. Est-ce qu'il y a eu déjà des enquêtes sur les associations dans les territoires, même si c'était des enquêtes sectorielles? Quelles sont les données disponibles sur les tissus associatifs locaux? Donc, bien entendu, l'ONMA accompagne les territoires dans ces processus. Nous avons mis en place aussi des outils pour l'estimation du stock d'associations sur un territoire qui ça serait utile pour comprendre ensuite les tissus associatifs. Ensuite, cette première étape, elle est aussi la période d'identification et mobilisation des acteurs locaux concernés par la vie associative. Donc, comme disait Sylvain, les acteurs publics, les associations bien sûr, les réseaux associatifs, tous les acteurs clés du territoire qui sont concernés par les fêtes associatives. Ces acteurs pourront constituer les comités de pilotage dont le but c'est la discussion et poser les objectifs, les enjeux et les indicateurs complémentaires, en ayant toujours en tête les actions qui pourront émerger dans une période post-enquête. Mais ces acteurs, ils pourront aussi participer à l'animation de l'observatoire, à la diffusion de l'enquête, etc. Enfin, c'est une phase de choisir les indicateurs supplémentaires. Je veux dire par là que tous les observatoires du réseau, ils ont des questions qui font partie d'un tronc commun, qu'on appelle un tronc commun. Donc, tous les territoires vont avoir les mêmes questions pour une histoire de cohésion, d'harmonisation, d'enquête, que nous, on puisse aussi comparer les résultats au niveau national, mais aussi entre les territoires. Mais chaque territoire a aussi la possibilité d'avoir des questions spécifiques en lien avec un besoin, une demande de votre territoire. Enfin, la dernière tâche, disons comme ça, de cette première étape est l'identification des associations et la constitution d'un dossier de diffusion de l'enquête. Donc, nous passons à une deuxième étape qui est l'enquête en tant que telle. Nous envisagerons entre septembre à décembre 2022. Donc, le travail de diffusion de l'enquête est très important. Il va dépendre du fichier de départ et aussi des acteurs clés qui pourront contribuer à la diffusion de l'enquête. Et ça peut varier beaucoup sur un territoire à un autre. C'est possible d'imaginer le lancement de l'enquête avec un événement associatif, comme les forums des associations, par exemple. On a plusieurs territoires qui ont fait comme ça. En revanche, il faut souligner que cette étape a besoin de la diffusion en ligne, mais aussi de l'envoi des questionnaires papier, parce que même si on est en 2022 et que l'accès au numérique a beaucoup évolué, on a beaucoup d'associations qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les mails et nous aussi, parfois, on a difficulté d'avoir l'accès aux boîtes mail, aux emails des associations. Ensuite, il va y avoir la saisie des questionnaires papier, des relances, du phoning. Donc, enfin, c'est une phase où le rôle d'animation de l'observatoire est très important en termes d'engagement, d'effort et de temps. Et l'ONMA va accompagner les territoires dans cette étape avec un suivi d'enquête pour que les territoires puissent accompagner la qualité de l'échantillon, autrement dit, que chaque territoire puisse savoir au fur et à mesure de la récolte des données combien d'associations ont répondu pour le secteur de sport, pour le secteur d'action sociale, santé, etc. Combien d'associations sont employeuses ou sont salariées. Et c'est le RNMA aussi qui va vous donner les informations sur les associations qui ont déjà répondu,
pour faciliter les relances, histoire de ne pas envoyer Gmail à une association qui a déjà répondu, par exemple. Enfin, pour la troisième étape, c'est vraiment la production de résultats que nous envisageons donc pour janvier à juillet 2023. Cette troisième étape de l'enquête, elle est l'analyse de nos données réalisée normalement par le RNMA, mais nous pouvons avoir plusieurs types de montage. Par exemple, si dans un territoire, il y a un statisticien qui veut participer au faire l'analyse, c'est tout à fait possible. Mais normalement, c'est le rôle de RNMA. Donc, cette étape d'analyse, elle comprend tout un travail d'ingénierie, dont la vérification de cohérence des données, les croisements entre les variables, par exemple, les secteurs d'activité et le poids associatif. Dans cette étape, donc, on va produire les premiers résultats. Ensuite, on présente ces résultats au comité de pilotage du territoire afin de co-construire les approfondissements de l'analyse. Pour les approfondissements de l'analyse, je vous dis, par exemple, on va constater qu'il y a 50% des associations qui ont du manque de bénévoles. Mais on veut bien savoir, est-ce que c'est les associations employeuses au sens salarié, quel secteur d'activité ont plus de manque de bénévoles, pour quelle activité, est-ce que c'est pour participer au conseil d'administration, est-ce que c'est pour un bénévolat ponctuel, etc. Donc, ces approfondissements de l'analyse, on va co-construire avec les territoires, toujours en tête les enjeux et les questionnements spécifiques du territoire. À la fin de l'analyse, chaque territoire a 2 livrables. Une infographie avec des chiffres clés dans un format bien visuel et court, 4 pages, et un rapport d'enquête complet avec tous les chiffres. Donc, pour conclure, je voudrais juste mettre la lumière qu'en effet, nous faisons l'analyse des chiffres, mais c'est aux acteurs du territoire de les interpréter en concertation avec les autres acteurs impliqués au fait associatif pour la mise en place d'un plan d'action partagé. Donc, vraiment pour le réseau national, pour nous, cette période post-enquête est fondamentale parce que c'est là que le travail d'observation du tissu associatif pourrait se concrétiser par la mise en place des actions en faveur de la vie associative du territoire. Donc, voilà, pour les phases, je vous passe la parole, Sylvain. Merci, Luciana. Je vous propose du coup qu'on passe sur la question des moyens. Hop, voilà. Donc ensuite, les moyens et les appuis qu'on peut vous apporter. Alors les moyens humains, hein, c'est quand même les principaux, le principal de ce qui a mobilisé. On a l'habitude de distinguer 3 fonctions hein, sur les moyens humains. Une fonction de pilotage, donc c'est de la gestion de projet, hein, comme on a un peu l'habitude dans nos quotidiens, planification des moyens, suivi, etc. Donc ça, j'ai envie de dire, bon, c'est une charge de travail, certes, mais qui est intégrable au plan de charge que vous avez certainement. Ensuite, une deuxième fonction là, qui pour le coup est un peu supplémentaire, hein, c'est la question de l'animation, parce que là, elle demande un temps spécifique. On va être sur la diffusion d'une enquête, sur la mobilisation des partenaires, voilà. Donc ça, c'est effectivement envisager soit une ressource supplémentaire, alors soit en interne, soit en externe. Nous, on a certains territoires qui font appel à des stages sur cette question-là, voire à des services civiques. Donc ça c'est des choses qui se structurent ensemble et dans la préparation de l'enquête. Et ensuite, la fonction d'analyse, là, c'est le RNMA qui l'assure. Mais comme le disait Luciana, si vous avez le souhait de la développer, si vous avez les moyens déjà de le faire en interne, voilà, tant mieux. C'est avec plaisir qu'on travaille ensemble sur ces questions-là. Et s'il y a un souhait de l'internaliser aussi, nous, on est prêt
à vous accompagner dans un transfert et de la formation autour de ces questions d'analyse d'enquête. Voilà. On a juste constaté jusqu'ici que voilà, c'était une compétence technique qui ne s'acquérait pas si facilement, et donc on propose de la prendre en charge. Mais voilà, si vous voulez devenir autonome sur cette question-là, on peut aussi vous accompagner là-dessus. Donc, dans les appuis que propose le RNMA, il y a de l'accompagnement à chaque étape de la démarche. Voilà, concrètement, avec Luciana, on est là pour vous aiguiller à chaque fois qu'il y a besoin. Et il y a de la formation. On a 3 modules de formation, 2 sur la méthodologie d'enquête et un 3e sur l'analyse. Donc voilà, et toute une batterie d'outillage aussi, donc avec évidemment le questionnaire tronc commun qu'on vous propose, le logiciel d'exploitation des données. Alors on est sur un logiciel de statistique spécifique qui s'appelle Modalisa, l'équivalent de Sphinx que vous connaissez peut-être, mais qui permet voilà, le traitement des données de manière assez fine. La mise en ligne de l'enquête, voilà, et puis plein de petits outils qui pourront vous aider tout au long de la démarche. Le traitement des données, donc comme je l'évoquais, on traite à la fois les données avant enquête, il y en a peu, on le disait, mais il y en a quelques-unes autour de l'emploi associatif, autour des données de création et de l'estimation du stock d'association. Donc ça, c'est des travaux qu'on fait en amont de l'enquête. Et évidemment, les données qu'on collecte au cours de l'enquête, on va produire une infographie et un rapport d'enquête, comme le présentait Luciana. La mise en réseau, ça c'est tout l'intérêt de la coordination de nos démarches d'enquête. On va avoir des temps d'échange de pratiques, on a 2 journées par an d'échange de pratiques, donc l'ensemble des observatoires vont se retrouver autour d'une thématique précise et vont pouvoir échanger. Et on a également un équipage OLVA. Alors, un équipage, c'est le petit nom qu'on donne au groupe de travail au sein du RNMA, qui va se réunir régulièrement pour voilà, de faire un peu le point de suivi d'où en sont les différentes enquêtes, alimenter aussi la démarche collective, parce que le fait de synchroniser fait que aussi il y a des questions qui se posent sur les enquêtes. Notamment, là, la crise Covid a posé la question de à quelle date on collecte les indicateurs. Est-ce qu'on les prend sur 2019 parce que c'était avant la crise sanitaire, ou est-ce que justement on s'intéresse à 2020? Enfin, voilà. Du coup, cet équipage est l'occasion de discuter de ces éléments-là collectivement. Et puis voilà, de manière générale, l'intérêt de cette démarche du réseau est de pouvoir contacter tel ou tel observatoire qui a déjà mené une observation et de pouvoir être dans de l'échange régulier avec d'autres qui l'ont déjà fait. Et enfin, la valorisation, alors nous, on va travailler là-dessus au travers de documents de communication, mais aussi au travers d'un colloque très certainement, pour présenter un peu les résultats qu'on aura pu obtenir sur les différents territoires. Voilà, je voulais vous montrer 2 productions avant de repasser à quelques questions-réponses. Donc 2 productions. La première, celle du Havre, qui est une infographie. Voilà. Donc comme vous voyez, hein, c'est relativement synthétique, c'est un 4 pages là en l'occurrence, et c'est voilà, vraiment sous la forme d'infographie avec du camembert et des histogrammes. L'idée est de pouvoir présenter de manière assez synthétique les résultats d'enquête et de pouvoir produire aussi assez rapidement, après la clôture d'enquête, ce type de document pour un peu entretenir la dynamique d'enquête. Et ensuite, on a comme à Caen un rapport d'enquête. Donc là, on est sur un document plus complet parce qu'on va chercher à avoir aussi un discours autour des chiffres qui sont présentés, et puis on va pouvoir rentrer dans voilà, vous voyez des dimensions plus sectorielles pour voir qui est plus concerné par quel type de phénomène. Et donc, on va avoir une analyse
un peu plus approfondie. Donc ça, on pourra vous transmettre ces documents-là à la suite du webinaire. Et sachez qu'en tout cas, ils sont tous disponibles dans une bibliothèque de toutes les productions qui ont été faites par les observatoires. Donc, vous pourrez aller la consulter. On vous transmettra les liens. Du coup, quelques questions-réponses. J'en ai vu quelques-unes qui passaient dans le chat. Oui, alors on a deux types de questions qui reviennent, notamment des questions sur le post-enquête. Voilà. Est-ce que le RNMA accompagne sur le travail post-enquête? Alors, le travail post-enquête, oui, on va accompagner. En tout cas, c'est une phase que nous, on n'a pas structurée au démarrage de la méthodologie. On s'est centré sur les 3 premières phases qu'on vous a présentées. Et aujourd'hui, on travaille sur le post-enquête en essayant de le structurer avec la difficulté qu'il est très contextuel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner des témoignages de bonnes pratiques, on va pouvoir montrer ce qui s'est fait sur d'autres territoires, mais évidemment, ça va être à vous d'inventer la manière d'associer les associations. Alors, même si voilà, on voit des choses qui ressortent, souvent on est voilà, sur une présentation de l'enquête relativement synthétique et la capacité à aller creuser certaines dimensions de l'enquête, certains enjeux pour la vie associative sur le territoire, typiquement la mobilisation bénévole sur le territoire, les enjeux de locaux, euh, voilà, les moyens apportés aux associations, la critérisation des subventions, etc. Enfin, voilà, on va pouvoir travailler sur ces différentes dimensions au travers de petits groupes. Donc, pour répondre sur le post-enquête, on a des éléments sur la manière de le mettre en œuvre, mais après, ça doit s'adapter, j'ai envie de dire, à des enjeux locaux, à une politique publique locale, à un tissu associatif qui a des besoins spécifiques, etc. Merci Sylvain. Et alors, je vois le temps, donc je me dis, je suis désolée, on ne pourra sans doute pas prendre toutes les questions. Je vais essayer d'en reprendre quelques-unes. Des questions sont posées sur l'enquête au niveau départemental. Comment ça se passe? Est-ce que c'est possible, tout d'abord? Et est-ce qu'on peut filtrer ensuite par commune si on observe à l'échelle départementale? Alors, oui, notre méthodologie a été créée plutôt pour l'échelle locale avec une entrée commune ou intercommunale. Mais elle a été appliquée déjà sur différents territoires à l'échelle départementale, Pyrénées-Orientales, en Guyane, sur les 2 départements Alsace, donc Haut-Rhin-Bas-Rhin, sur la commune de Paris, mais enfin, c'est la ville de Paris qui l'a menée, mais c'est aussi une échelle départementale, même si c'est un peu spécifique. Dans les territoires à venir, on a aussi la Loire qui souhaite se lancer dans l'observation. Donc voilà, c'est des choses qui existent, ou en tout cas, il y a déjà des observations qui ont été menées à ces échelles de territoire. Il faut imaginer qu'on est aussi, on va démultiplier les difficultés, notamment sur la diffusion de l'enquête, c'est-à-dire qu'il y a un vrai enjeu à arriver à mailler l'ensemble du territoire, parce que si on veut se dire représentatif d'un territoire départemental, il faut être vigilant quand même à avoir des réponses voilà, d'un peu de l'ensemble de ce département, même si à terme on peut redresser, hein, donc corriger notre échantillon pour le rendre plus représentatif, on peut redresser nos résultats pour travailler sur ces questions de représentation, mais il faut au moins qu'on soit suffisamment, voilà, suffisamment un minimum qu'un minimum de l'ensemble du département soit représenté. Et ensuite, l'entrée par ville, éventuellement, à condition qu'il y ait des échantillons suffisants d'associations pour qu'on puisse analyser telle ou telle ville. Mais en tout cas, sur un échantillon global, comme celui d'un département, on peut très bien travailler sur ce qu'on appelle des sous-populations, hein, donc qu'on soit sur des sous-populations
qui soit territoriale, donc une ville ou une interco, ou que ce soit des sous-populations de type un tel ou tel secteur, etc. Merci Sylvain. Je vois l'heure, c'est à toi de me dire si on prend encore une ou deux questions ou si on passe à la suite, mais on pourra essayer de vous renvoyer peut-être par la suite un document qui répondrait aux questions. Juste quelques-unes qui peuvent être rapides. Est-ce que c'est un questionnaire auto-administré? Oui. Il est auto-administré. Après, certains territoires mettent en place quand même des sessions de remplissage collectives où vont administrer le questionnaire. Voilà, même si forcément ça introduit un peu des biais entre des réponses auto-administrées et d'autres qui seraient accompagnés dans le remplissage, mais voilà, c'est un des multiples biais, j'ai envie de dire, qu'on constate dans nos enquêtes et peut-être pas le principal. Alors, quel est le rôle du comité de pilotage? Alors, le comité de pilotage, il va être mobilisé dès le début de la démarche, comme l'indiquait Luciana. L'idée, c'est qu'il puisse enrichir la démarche d'enquête à la fois dans les indicateurs qui sont proposés, mais aussi dans la diffusion, dans la collecte de questionnaires qui puissent contribuer sur ces dimensions-là. Et ensuite, c'est surtout sur le post-enquête, donc une fois que le travail d'approfondissement, par exemple, de la base de données, quand on est à cette étape-là, le comité de pilotage peut donner un peu son avis sur les approfondissements et les orientations et la manière de traiter la base de données. Et enfin, sur la mise en action, le comité de pilotage peut être à la fois contributeur et en suivi de cette dimension post-enquête. Alors, si nous n'avons pas de maison d'association sur notre département, est-il possible de mettre en place cette enquête? Oui, alors c'est une enquête, enfin, cette méthode et notre accompagnement ne s'adresse pas uniquement aux membres du réseau du RNMA. Donc oui, c'est possible. Quel est le montant, quel est le coût? Ça, je vous propose qu'on en rediscute parce que en fait, c'est assez variable d'un territoire à l'autre. En gros, on est de l'ordre de moins de 10 000 € sur ce type d'accompagnement qui comprend l'ensemble des outils. Mais ça, le mieux, c'est sûrement qu'on puisse évoquer vos besoins, parce qu'à chaque fois, on va quand même essayer de faire un accompagnement entre un cadre collectif qui est un cadre un peu commun à tout le monde et un accompagnement plus personnalisé de votre territoire. Donc c'est vrai que voilà, ça demande à ce qu'on en discute pour qu'on puisse cibler précisément ce que vous attendez. L'OLVA est-il reconduit annuellement? C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de cette dimension-là. Alors, on va distinguer observation et observatoire. Une observation, comme vous l'avez vu, ça prend une année et demie si on compte le temps de préparation. C'est assez mobilisateur, donc nous, on ne conseille pas de le reproduire chaque année parce que on va se fatiguer, on va fatiguer les associations qui vont moins répondre aux enquêtes et on va observer des choses qui vont être très conjoncturelles. Donc en fait, nous on propose plutôt des périodes entre 3 et 5 ans pour reproduire ce type d'observation, parce que ça permettra d'observer des choses plus structurelles et ce sera plus digeste pour les mener. Alors, l'envoi du questionnaire, ça commence à faire un sérieux budget. Un ordre de grandeur, alors, oui, effectivement. Alors, tout dépend du territoire aussi sur lequel on le fait. Bon, ce qui est sûr, c'est que il y a aussi la possibilité d'être dans la mise à disposition des questionnaires, de l'envoi par mail et de la récupération par un système d'urne, voilà, à différents endroits du territoire. Mais ça,
enfin, ces aspects de diffusion, c'est tout un sujet, donc je ne vais pas forcément m'étendre dessus. Un ordre de grandeur pour les effectifs de réponse pour qu'ils soient fiables. On va dire qu'autour de 300 répondants, on est sur un échantillon qui est correct. 200, on peut travailler, on peut commencer à travailler. 300, on est sur un échantillon correct. Voilà, c'est un ordre de grandeur un peu... Enfin, j'y vais un peu à la louche, là, comme ça, parce que ça demanderait de rentrer dans des présentations statistiques un peu plus complexes. L'idée étant de pouvoir avoir des sous-populations suffisamment représentées, donc suffisamment nombreuses, pour qu'on puisse faire des croisements et essayer d'approfondir un peu la base de données. Voilà, il faut que notamment les principaux secteurs d'activité soient suffisamment bien représentés pour qu'on puisse les décrire dans l'enquête. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'autres questions, mais je vois le temps qui file et on a invité 2 témoins, donc j'aimerais bien leur laisser la parole. On va s'arrêter là sur les questions, mais comme le disait Marie, on va essayer d'y répondre par mail et de vous apporter ça pour la suite. Gwenaël, du coup... Ah non, pardon, Antoine, je te laisse la parole d'abord. Bonjour à tous, donc je suis Antoine Gonin, je travaille pour la ville de Versailles. On a mené notre observation l'année dernière, enfin sur l'année 2021. C'était une première fois pour nous, du coup je vais vous expliquer assez brièvement, parce qu'on est pris par le temps, la façon dont on a pu mettre cette observation en place, pourquoi et comment est-ce que le réseau nous a accompagnés dans cette démarche. Déjà, d'un point de vue, donc nous on est une collectivité territoriale, on est une ville de 85 000 habitants, on recensait sur le territoire avant l'observation environ 650 associations avec lesquelles la ville travaillait et qu'on connaissait soit par le prisme de subventions directes ou de subventions indirectes, à savoir de la mise à disposition de locaux. Le territoire est maillé de façon à ce que en fait, les associations soient assez présentes sur tout le territoire, puisqu'on a 8 maisons de quartier, donc l'équivalent de centres socioculturels, plus des équipements sportifs, et on dénombre 5-6 directions au sein de la ville qui travaillent vraiment au quotidien avec des associations par secteur, que ce soit la direction des sports, de la vie des quartiers, de la culture, ou encore le CCAS, service d'éducation, etc. Donc en fait, nous, on a fait valider tout d'abord politiquement la démarche d'observation, ce qui nous a permis de l'inscrire au budget 2021, et le budget a été réparti entre plusieurs services, donc le nôtre, Vie associative, mais également la direction des ressources humaines par le biais de leur budget formation. Donc le RNMA nous a accompagnés quand même dans ce montage financier. Je tiens à le souligner parce que j'étais pas très serein sur ce côté-là. Et finalement, voilà, il y a vraiment pas eu de soucis. On a travaillé sur tout à partir du mois d'avril, je dirais, 2021. Tout d'abord à l'élaboration du cahier local abrégé, ce qui est un document en fait un petit peu préparatoire à l'observation et qui nous a permis déjà d'établir un premier constat à travers des données, les données INSEE, notamment sur les données de l'emploi, et de se repencher un petit peu sur la réalité de notre territoire. Donc en fait, c'est un préalable qui était super intéressant à faire, et qui permettent de lever déjà quelques préjugés sur la vie associative, et de lever ces préjugés notamment auprès des autres directions de la ville avec lesquelles on a pu travailler, puisqu'il y a des données assez importantes quand même qui sont ressorties de ce premier travail, notamment sur la question de l'emploi associatif sur le territoire, qui s'est révélé être vraiment conséquent. Et mine de rien, quand on parle d'emploi au niveau d'une ville, ça a tout de suite un peu plus de poids que uniquement de l'engagement bénévole. On a présenté notre démarche d'observation ensuite en comité de direction générale. Donc tous les directeurs de la ville étaient présents, et ce qui a permis, au-delà de la validation politique, d'impliquer des collègues tout au long du processus,
Et vraiment, les données qu'on avait au préalable ont vraiment servi de levier pour aussi légitimer cette action. Voilà. C'était pas uniquement une petite lubie du service de vie associative, mais on voyait qu'il y avait des véritables enjeux derrière, et notamment des enjeux politiques à venir, puisque pour faire bref, on mène des actions tout au long de l'année en direction des associations, mais sans véritablement connaître leurs besoins, sans avoir vraiment fait d'état des lieux objectifs. Et c'est ce qu'on a réussi à faire entendre à notre élu à la vie associative, c'est-à-dire que avant de mener des actions, ce serait bien de commencer par la base, à savoir connaître les réels besoins des associations versaillaises. Et typiquement, on parle beaucoup de Luciana disait le manque de bénévoles. Effectivement, c'est une donnée qui est flagrante un petit peu partout, mais quand on se penche un petit peu plus sur les résultats de l'enquête, on va pouvoir déterminer est-ce que ce sont des bénévoles dirigeants qui manquent, peut-être par secteur d'activité, est-ce qu'on aura des typologies différentes, et ensuite de pouvoir travailler par secteur sur les résultats de cette observation et pouvoir mener une politique publique. Donc nous, on a lancé l'enquête en septembre, ce qui a coïncidé avec notre forum des associations, à savoir qu'il y a 330 associations qui y participent. C'est un événement majeur, mais comme un petit peu partout dans toutes les autres villes. Mais voilà, on a pu obtenir l'appui d'un service civique sur le déploiement de cette enquête, qui nous a beaucoup aidé parce qu'effectivement, comme disait Sylvain, ça demande de l'énergie de distribuer cette enquête et surtout de récolter les données. Donc on a utilisé le levier forum des assos, mais on a aussi fait beaucoup d'envois mail et de relances mail à signature de l'élu à chaque fois, ce qui appuie quand même le mail. Et on a aussi distribué cette enquête dans toutes les maisons de quartier avec des points de récolte, enfin voilà, des urnes, ce qui nous a permis de mailler quand même le territoire et d'impliquer aussi ces services de proximité. C'est pas magique, mais en tout cas la question budgétaire qui avait été demandée sur l'envoi des questionnaires par courrier, non, on n'a pas envoyé de questionnaire par courrier, mais vraiment on a privilégié les envois mail et aussi le remplissage j'ai envie de dire à domicile, c'est-à-dire qu'on avait un accompagnement aussi des associations qui pouvaient venir nous voir pour qu'on les aide à remplir ce questionnaire, qui n'est pas forcément évident. Au niveau des difficultés, il y a eu quand même des freins au niveau de certaines associations qui ne se sentaient pas concernées par ce questionnaire. Donc il y a un petit travail pédagogique à faire, notamment sur certains secteurs d'activité. Je pense au sport, les associations sportives, on a beaucoup galéré malgré un travail mené par la direction des sports et d'autres services ressources comme le Profession Sport et Vie Associative qui porte le CRIB chez nous, ou encore le CDOS, ou même le ministère, enfin, Jeunesse et Sport qu'on a sollicité sur la démarche. Ils ne se sentaient pas concernés, donc voilà, il y avait un petit travail de pédagogie à faire auprès de ces associations-là qui n'était pas inintéressant, mais on a quand même un petit peu ramé au niveau de ce secteur d'activité. Que dire d'autre? Là, on en est à la phase on a clôturé l'enquête. Donc, on a été initié par Sylvain et Luciana aux outils statistiques très récemment, ce qui est assez passionnant, je dois dire. Je ne connaissais vraiment pas et je ne suis pas du tout matheux. Néanmoins, ça permet de voir un petit peu d'anticiper le travail, l'interprétation des résultats qui va pouvoir être donnée. C'est-à-dire qu'effectivement, le RNMA va nous livrer une infographie un petit peu clé en main, mais ça nous permet aussi, nous, territoire par territoire, de pouvoir travailler un petit peu sur des données qui nous sautent aux yeux et qui nous concernent spécifiquement. Un dernier point que je voulais soulever, c'était le fait d'être dans une démarche synchronisée. On était en lien permanent avec d'autres territoires. Et c'était vraiment réconfortant de pouvoir confronter nos difficultés, nos expériences. On a pris plein d'idées à droite à gauche de territoires aussi qui avaient déjà observé. Je pense notamment dans le Nord, puisqu'ils ont mené quand même un observatoire régional.
Du coup, les types sont quand même un petit peu rompus à l'exercice et c'est assez, voilà, c'est bienveillant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas mal. Ce petit travail en réseau c'est ce qui fait un petit peu la force du RNMA. Donc c'est chouette. Donc en tout cas, on attend impatiemment les résultats. Simplement, je vous ai montré là, enfin j'ai demandé à Sylvain, on a communiqué aussi au niveau du grand public pour se sensibiliser, donc à travers une page dans le magazine de la ville. Qui doit être quelque part là, voilà, ce qui permettait aussi à plus grande échelle, pas uniquement au niveau des associations, mais des adhérents, du public, des habitants de Versailles, de connaître cette démarche. Et également, voilà, j'avais produit le petit flyer que le service com avait fait, qu'on a pu distribuer à l'occasion du forum des assos et dans les différentes structures. Donc voilà, on a quand même bénéficié d'un appui du service com de la ville assez conséquent, ce qui était plutôt confortable. Voilà, Merci Antoine. fin du témoignage. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage. C'était très clair, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions par rapport au témoignage, on aura encore une série de questions-réponses, mais on la fera après le témoignage de Gwenaëlle pour la ville de Nantes. Je te passe la parole. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Gwenaëlle Ridard. Je travaille à la ville de Nantes au sein de la direction vie associative et jeunesse et je suis responsable du service de la relation aux associations. Donc, je vais vous faire une présentation où je vais revenir rapidement sur la genèse, enfin le lancement de l'Observatoire de la vie associative à Nantes qui a donc démarré en 2017 pour voilà, passer en revue un peu la démarche et la méthode que l'on a employée à Nantes pour ensuite vous présenter ce que ça apporte au territoire et puis ensuite passer en revue aussi les perspectives par rapport à cet observatoire de la vie associative. Donc, comme je vous le disais, on a lancé l'Observatoire de la vie associative en 2017 en même temps qu'une démarche de concertation que la ville mettait en place avec les associations nantaises. Et cette grande démarche de concertation avec les associations a abouti à la charte d'engagement mutuel entre la ville de Nantes et les associations. Et finalement, la charte est un document de promotion du partenariat, de promotion du fait associatif, de la vie associative et des relations qui existent entre la ville et les associations. Et avoir un observatoire de la vie associative permettait aussi d'avoir des informations sur les données, sur les chiffres clés, permettait voilà, d'avoir une connaissance plus fiable et plus objective de la vie associative. Donc, il y a eu cet effet un peu d'opportunité dans la mise en place de la charte d'engagement mutuel, d'avoir à côté, en complémentarité, la mise en place d'une démarche d'observation de la vie associative. Donc, voilà, on y fait référence d'ailleurs. Donc, en 2017, en parallèle de la mise en place de la charte d'engagement mutuel, nous, on a établi un partenariat avec la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire des Pays de la Loire et la Ligue de l'enseignement FAL 44 pour réaliser en fait une photographie de la vie associative. Donc, c'est l'autre, voilà. Donc, à partir des données brutes de la vie associative que l'on avait à notre disposition, donc on n'a pas lancé d'enquête à ce moment-là, à travers donc les données de l'INSEE, les données des ADS, etc. Les collègues donc, de la CRES et de la Ligue de l'enseignement FAL 44 et nous, à la ville. Donc, on a donc réalisé une photographie de la vie associative pour mettre en avant les chiffres clés sur le bénévolat, l'emploi, le nombre d'associations, la répartition par secteur d'activité, etc. Donc, on a abouti à cette photographie de la vie associative. Et en 2018, pour aller plus loin sur cette question d'observatoire, et ça rejoint la question sur la dimension qualitative, on s'est dit que ce qui était intéressant, en fait, c'était de pouvoir observer les apports des associations au territoire nantais. On avait les données brutes, voilà, la photographie. Maintenant, ce qu'on voulait, c'était avoir un peu plus d'éléments qualitatifs sur ce que les associations apportaient au territoire nantais. Donc, on a réalisé une enquête en 2018 pour questionner les associations sur leurs apports en termes d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental et d'un point de vue territorial sur le territoire nantais. Et donc, on a abouti à un deuxième document
sur ces apports des associations au territoire, voilà. Donc plus qualitatif cette fois-ci. Et entre les 2 documents, voilà, on a pu mettre en avant, les chiffres clés, 6 000 associations à Nantes, 90 000 bénévoles, la part de l'emploi, enfin la répartition des secteurs d'activité. On a pu aussi mettre en avant, que, les bénévoles qui s'engageaient le plus, avaient entre 25 et 60 ans, que, les femmes étaient, majoritairement mobilisées en tant que bénévoles et représentaient 55 des bénévoles, nantais, enfin et cetera. Donc on a pu mettre en avant, voilà, des chiffres clés et commencer aussi à mieux apprécier, l'activité des associations sur le territoire nantais. Alors ces 2 documents, ils méritent quand même de rentrer dedans, enfin voilà, il y a du texte, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir les promouvoir, auprès des directions municipales et auprès, des associations nantaises. Donc on a fait, en 2020 en fait une infographie, de la vie associative pour mettre, de façon plus illustrée, les chiffres clés de la vie associative et pour pouvoir, voilà, mieux accompagner l'Observatoire de la vie associative à Nantes. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que, en complémentarité du partenariat avec la CRES et la FAL 44, nous, on a un groupe de travail aussi en interne, on a un groupe de travail à la ville qui réunit les associations, ressources sur les questions d'observation, les têtes de réseau, on a France Bénévolat, on a une tête de réseau sur l'environnement, par exemple, et aussi on réunit dans ce groupe de travail les directions municipales. Parce que c'est toujours important, voilà, comme le disait Antoine, d'avoir aussi, le pendant avec nos collègues qui soutiennent les associations. Donc on a notre groupe de travail et de suivi qui réunit, associations et directions municipales sur la mise en place de l'Observatoire de la vie associative. Et en 2021, on a rejoint, la démarche du RNMA parce qu'il nous semblait important en fait que notre démarche locale, nantaise, elle puisse être, on puisse s'assurer de sa viabilité, de sa fiabilité scientifique, même si, la CRES et la FAL, sont des partenaires, voilà, spécialistes des questions de l'observation et de son analyse. Mais, la démarche, en s'engageant dans la démarche du RNMA, ça nous apportait aussi une garantie à l'échelle nationale et une garantie aussi de pouvoir se comparer avec les autres territoires. Voilà, de pouvoir relever les points communs et aussi les particularités. Donc ça, c'était, voilà, c'était une garantie, supplémentaire et puis un intérêt aussi, supplémentaire pour l'observatoire local. Donc ce que ça apporte, à Nantes, en tout cas dans le soutien et dans la connaissance de la vie associative, de mon point de vue, en tout cas, ça fiabilise quelque part la communication que l'on a, sur le secteur associatif. Aujourd'hui, les collègues des directions municipales, les responsables de services, les élus reprennent les chiffres clés, de la vie associative, enfin en tout cas, en interne, reprennent les chiffres clés de l'observatoire et ça devient une référence, voilà, d'usage de dire: «Oui, c'est bien 6 000 assos, c'est bien 90 000 bénévoles, rappelez-nous la répartition des secteurs d'activité», enfin voilà, donc en fait, on y fait référence. C'est la donnée, de base, la donnée, non, unique, mais en même temps, voilà, à discuter, mais en tout cas, c'est, une donnée en tout cas qui est, que l'on peut promouvoir et communiquer auprès des collègues et que l'on peut, bien sûr discuter avec, les associations. Donc ça nourrit la discussion avec les élus, avec les services de la ville et avec les associations. Donc au sein de notre comité de suivi, voilà, c'est toujours intéressant. On a aussi, une conférence de la vie associative, chaque année où on rencontre aussi, lorsqu'il y a une actualité sur l'Observatoire de la vie associative. Donc on l'a fait, en 2017, en 2018 et là, on a donc lancé l'enquête, en 2021. Donc on a fait aussi, une présentation de la nouvelle démarche, au sein de cette conférence de la vie associative qui réunit, on va dire 200 associations nantaises, même si on invite l'ensemble des associations nantaises. Et puis, ce que ça apporte aussi, l'effet, le dialogue local et national avec le RNMA, comme le disait Antoine, voilà, de ne plus être seul, de pouvoir rejoindre un réseau, de pouvoir échanger, de pouvoir, contribuer aussi à la réflexion, nationale. Enfin voilà, les expériences des uns et des autres font aussi avancer le questionnaire global à l'échelle, nationale. Donc voilà, enfin tout ça, c'est les avantages, d'un réseau, d'une façon générale. Alors les perspectives, donc là, donc nous, l'enquête est close, si ça depuis, fin février de mémoire. Donc on va travailler avec le RNMA, la FAL et la CRES sur l'analyse des résultats.
en tout cas, nous, l'Observatoire de la vie associative, c'est au niveau de la direction vie associative jeunesse, c'est aussi un outil d'aide, enfin un outil d'accompagnement des collègues qui accompagnent les associations. On va former les collègues sur la vie associative, le soutien à la vie associative. Et donc, l'Observatoire, voilà, c'est un outil aussi d'accompagnement des agents de la collectivité. C'est aussi notre élu à la vie associative, Mao Bertu, met en place un groupe politique vie associative. Donc, c'est obligatoirement des données auxquelles on fera référence et qui seront, voilà, qui seront discutées et mises en avant au sein de ce groupe politique interélus sur la vie associative et sur le soutien de la collectivité. Et puis, ce qu'on souhaite aussi, c'est d'avoir des documents par quartier. À Nantes, on a 11 quartiers. Voilà, avec des territoires plus ou moins importants, plus ou moins dynamiques, enfin avec des particularités sur la vie associative, donc d'avoir des infographies par quartier pour relever aussi des dynamiques territoriales. Et puis, nous, d'une façon générale, voilà, on s'engage sur une enquête d'observatoire de la vie associative par mandat en termes de mobilisation des associations et de mobilisation aussi des services. On pense que c'est un timing qui est tenable. J'espère avoir respecté à peu près le timing. C'est parfait, Gwenaëlle, merci. Et puis, c'est sage, une observation par mandat, au moins, ça laisse le temps de bien la faire, et c'est ça qui est essentiel, et surtout de capitaliser sur les données qu'on collecte, parce que c'est tout le sens de ce type de démarche, hein, si on devait apporter une espèce de conclusion. C'est vraiment que la construction de la donnée doit être un prétexte à la discussion par la suite, et c'est bien à partir de ces constructions de données qu'on va pouvoir transformer les choses en discutant et en travaillant collectivement ensemble, ce qui me permet de répondre en partie à une des questions qu'on avait oubliées tout à l'heure, qui était la question de qu'est-ce qu'un plan d'action partagé, qu'est-ce que j'appelais un plan d'action partagé. J'ai en tête l'idée de ce qu'a fait le travail qu'a fait Bourg-en-Bresse sur son observatoire, ou sur différentes approches de l'enquête. Voilà, la représentation, pour prendre un exemple comme un autre, hein, la représentation des femmes dans la vie associative, et notamment dans les directions, hein. Dans les enquêtes, on constate encore qu'on est à 70% d'hommes en tant que président d'association. Voilà, pour travailler sur ces questions-là, pour essayer de faire évoluer les représentations, il y a un travail qui était mené avec le CIDFF localement, le Centre d'initiative aux droits des femmes et à la famille, pour essayer de travailler un plan d'action sur ces questions, et donc des choses très concrètes étaient mises en place pour à la fois montrer ces chiffres-là, en parler, et mettre en place des actions correctives. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux témoignages qui nous ont été faits. Ok. Alors, je vais répondre à la question de Benjamin Lambert sur les territoires ruraux. Parce qu'en plus, on a déjà un petit peu débordé. Oui, alors en territoires ruraux en tant que tel, disons que certaines enquêtes étaient menées sur des territoires à la fois urbains et ruraux. Uniquement ruraux, moi je pense par exemple à Montrevault-sur-Èvre, qui est pas très loin de Nantes, à 30 km à l'est de Nantes, qui a en fait une commune nouvelle qui est une interco qui est devenue une commune, hein, où les différentes communes ont fusionné, donc c'est 7 ou 11, je ne sais plus, anciennes communes. Donc oui, il y a une enquête qui a été menée sur ce territoire et qui comprenait du rural. Je parlais de Bourg-en-Bresse, alors ça s'est mené à l'échelle de, on va dire, l'équivalent de ce qu'on appelait les pays à l'époque, territoire administratif qui n'existe plus trop, mais voilà, donc il y avait du rural aussi. Bon, il y avait effectivement l'agglo de Bourg-en-Bresse, où on est plutôt sur urbain, périurbain, mais aussi du rural. Donc oui, c'est arrivé.
On va pas, enfin, il ne faut pas méconnaître sur le rural les difficultés de collecte parce que c'est effectivement pas simple d'aller collecter des choses sur des territoires ruraux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas vu passer. J'ai vu beaucoup de merci pour les témoignages. Donc, évidemment, on va peut-être clôturer là. Je vois qu'on a déjà dépassé de 20 minutes. Donc, merci à tous les participants qui sont encore restés jusque-là. N'hésitez pas pour la suite à prendre contact avec nous si vous voulez plus d'informations, plus de détails. On peut rester en contact. Nous, à la suite de ce webinaire, bah, évidemment, on vous enverra toutes les ressources, la présentation qu'on a faite, ainsi que les ressources qu'on a présentées, voilà, et la bibliothèque de l'ensemble des productions. Voilà, en espérant que pour vous, ce sera des éléments utiles. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Merci à toutes et à tous et bonne fin d'après-midi. Et merci à nos deux témoins, Gwenaëlle, Antoine, et évidemment Luciana et Marie. Merci à vous. Merci à toutes et tous. Merci.